nom Tata Nzambe, dans nom génie. Le génie qui veille sur notre peuple Congo-Haïti, je vous dis au nom de Makaya Mbotelizaï, c'est votre Wanzabakota Kachopa qui vous dit bienvenue pour ce nouveau numéro et notamment ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace. Vous êtes chez vous sur la page de l'identité Roi Kachopa, vérité révélée, Negwakanda, Lizaï, Ayakonda. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver avec cette série d'émissions où nous sommes en train d'entrer dans un sujet tabou et auquel on porte une attention toute particulière. Donc, nous voulons entamer, nous voulons entrer plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la colonisation, la traite négrière notamment du côté transatlantique, du côté de l'Amérique, et quoi qu'on va devoir y revenir pour parler de la traite négrière du côté arabo-musulman. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté de la traite négrière transatlantique par les barbares européens. Donc, voilà la raison pour laquelle on était obligé, pour entrer dans une démarche beaucoup plus compréhensive à l'égard de cette étude, on avait parlé dans un premier temps de ce qu'on appelle l'Europe, et vous touchez certains aspects clés, donc dans lesquels on a pu voir ce qu'on pourrait appeler l'europanisation, qui était très important pour nous. Donc à travers l'europanisation, comme on l'avait dit, et c'est juste de dire que l'urbanisation, c'est à divers sens selon le contexte. En sociologie, il a pu être employé comme synonyme de l'occidentalisation pour désigner un processus d'acculturation lié à la colonisation. Donc, c'était ce qui nous attirait énormément, et on a vu par la suite le côté europanisation et colonisation, mais il y avait comme quelque chose de très important et qui nous dit toutefois que selon la biographie du 19e siècle, ok, donc on a d'autres concepts pour parler de colonisation, mais il fut un fait particulier pour dire que le but de la colonisation est devant être d'occuper un territoire conquis et d'en exploiter les richesses. Okay? En pratique, le processus de colonisation ont pu être de caractère économique, politique, militaire ou culturel, ou se manifester d'autres manières, voire se développer de manière violente. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, et la colonisation qui se manifestait de manière violente et atroce. On sait bien que la colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou géographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration, d'une occupation plus ou moins rapide, voire d'une invasion brutale d'un territoire. Et c'est dans ce contexte d'invasion brutale de territoire qu'on va amener à parler de la colonisation de l'Amérique. Et ceci dit, dans ces thèmes les plus extrêmes, la colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation, d'une réduction, et dans les cas les plus extrêmes, les cas les plus féroces, la colonisation s'accompagne de massacres et de génocides des peuples, des populations autochtones. Ok? Donc c'est là qu'on voulait y arriver. Mais toutefois, on avait dit également que la colonisation peut avoir pour but l'exploitation d'avantages réels ou supposés, matières premières, main-d'œuvre,
position stratégique, espace vital d'un territoire au profit de sa métropole à travers l'État qui taxe soit les colons, soit ses colons, soit les sociétés exploitantes, les ressources minières ou autres. Donc, nous, c'est dans ce contexte qu'on avait parlé de l'Europe, territoire pauvre, péninsule pauvre, devenu riche par l'épée du génocide, par la barbarie, par l'extermination d'autres peuples. Donc, nous avons vu l'aspect, un petit peu tout ça, et pour aller dans l'aspect historique, mais nous nous sommes dit, était-il nécessaire de parler de l'aspect historique? Oui, on avait vu ça. Il nous restait juste à parler de l'Antiquité, mais une Antiquité qu'on va laisser à votre compte pour voir par vous-même la suite. Mais au niveau de l'aspect historique, le point qu'on avait touché qui était d'une importance capitale, c'est là où on dit que les motifs de la colonisation, les motifs de la colonisation, on dit toujours que les peuples ont été amenés à envoyer ou laisser partir des factions notables de leur groupe s'établir loin de leur patrie, sans pour autant rompre totalement les liens originels. Et c'est le cas, et qu'il soit en Amérique, notamment le Québec, là où le Canada, c'est un territoire occupé par des Européens, mais qui se disent canadiens, mais tout en gardant leur origine de départ de leur patrie, leur véritable patrie. Comme Donald Trump, qui nous a osé traiter de tout la traîne, prétextant qu'il est états-unien, mais Donald Trump, c'est un juif casa-allemand, donc de son identité. Ok? Donc voilà. En fait, dans ce contexte, on dit que le peuple qui a le plus subi de cette atrocité, de cette barbarie, de cette abomination, c'est nous, le peuple de l'Amérique. Donc voilà pourquoi nous allons voir la colonisation de l'Amérique. Et ceci, c'est en commençant par les Portugais. Avec un petit peu de détails sur l'Antiquité méditerranéenne, dans ce contexte, et cela ramenait à parler, donc ce que je vous laisse vous-même comme travaux. Donc c'est que premièrement, il y a la colonisation grecque, il y a la colonisation phénicienne, il y a la colonisation romaine, il y a la colonisation vikings et celtes, il y a la colonisation vikings de Normandie. Ok, il y a la colonisation de l'Islande, c'est pour aller vers le nord maintenant, où on va arriver vers la colonisation vikings du Groenland et du Vinland. Il y a la colonisation viking de Russie, et c'est ensemble de ces colonisations qu'on a, et ce qui va nous amener à parler maintenant de la colonisation, les causes de la colonisation de l'Amérique. Donc je vous demande de bien vous asseoir. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec les causes de la colonisation de l'Amérique, et ceci va débuter avec ce qu'on appelle la colonisation portugaise. Donc, comme on s'est dit, donc, nous avons parlé de les causes de la colonisation de l'Amérique, qui va commencer avec ce qu'on appelle la colonisation entamée par les Portugais. Mais en termes d'intro, par rapport au préambule, par rapport à tout ça,
On dit que la colonisation a subi un examen critique au cours du 19e et 20e siècle, notamment à partir de la phase de décolonisation déclenchée par Haïti. Depuis l'époque de Christophe Colomb, dans la bouche et l'esprit des colonisateurs européens, la colonisation s'est prévalue d'une volonté d'extension humaniste, d'abord du christianisme, puis d'une volonté civilisatrice. Cette conception, tout en se réclamant initialement de généreux sentiments dans un contexte où les races inférieures n'étaient pas considérées, a méconnu la culture des colonisés. En partant de la suprématie de la civilisation occidentale et ce que l'on appelle postérieurement les droits de l'homme dans ces pays, voire par exemple l'article Fardeau de l'homme blanc de Rudyard Kipling. Donc, dans sa lettre annonçant la découverte de l'Amérique, écrite le 14 février 1493, Christophe Colomb évoquait déjà la question de l'évangélisation des indios par la reine d'Espagne. Plus tard, dans les lois de Burgos de 1512, la couronne de Castille décrète dans l'article 17 que les indios d'Amérique doivent être dominés dans le système de l'encomienda. Nous avons vu ce thème encomienda. Est-ce que c'est dans le cadre de cette émission? Oui, c'est dans le cadre de cette émission qu'on avait vu l'encomienda. Oui, bon. Donc, l'encomienda, normalement, comme on s'était dit, c'est juste une structure mise en place par les Espagnols, une structure d'exploitation et posée par les Espagnols et pour pouvoir mieux exploiter, utiliser les autochtones dans le but de s'enrichir le plus rapidement que possible. Voilà pourquoi l'encomienda était un système appliqué par les Espagnols dans tout l'empire colonial espagnol lors de la conquête du Nouveau Monde à des fins économiques et d'évangélisation. C'est dans ce contexte qu'on parle de encomienda. Donc, mais quelles sont les motivations idéologiques ou religieuses se cachant derrière la colonisation? Dans le contexte de la motivation économique, l'expansion coloniale a en premier lieu été motivée par la recherche de matières premières, comme on l'avait vu plus haut, que l'un des aspects de la colonisation, c'était aller s'accaparer des matières premières des populations autochtones. Okay, dans des territoires colonisés, étant donné que la route des Indes en Asie, ouverte par Marco Polo au 8e siècle, est dorénavant fermée. Ainsi, l'Égypte, sous domination romaine, est le grenier de Rome. L'Égypte sous domination romaine est le grenier de Rome depuis la conquête de l'Égypte par Alexandre le Petit, que j'entends dire que c'est Alexandre le Grand. L'Espagne importe l'or et les métaux précieux d'Amérique latine, notamment en Haïti, pour financer ses guerres en Europe. De plus, avec le développement des navires à vapeur, ces relais permettent de rechargement en charbon.
et font des escales nécessaires au développement maritime. Les puissances coloniales étaient parfois motivées par la recherche de débouchés pour leurs produits manufacturiers. L'Angleterre au 19e siècle et au début du 20e siècle exporte ses produits de l'industrie textile en Inde après y avoir détruit les structures de production locales de l'Inde, en même temps qu'établir un système administratif nécessaire au pillage des ressources humaines locales, des ressources locales au profit de la métropole qui n'est autre que l'Angleterre. Ce système théorisé est nommé le mercantilisme. On avait étudié tous ces thèmes à l'école, mais de la réalité, vu qu'on est éduqué ou même instruit par des systèmes bien élaborés pour nous garder dans la colonisation mentale, en Haïti notamment par FIC pour les colonies françaises, on n'avait pas les vraies définitions des thèmes. On pensait que c'était des thèmes magnifiques, des thèmes beaux, des thèmes à fredonner, à réciter du matin au soir, à utiliser dans des grands discours. Et c'est maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on vivait dans l'ignorance totale. Le mercantilisme, c'est une ancienne doctrine économique du XVIe au XVIIe siècle, fondant la richesse des États sur l'accumulation de réserves en or et d'argent, tiré de où? Tiré de la colonisation. On dit que le mercantilisme est un courant de pensée économique contemporain de la colonisation. Donc ça veut dire que l'or tiré, l'argent tiré provenait de la colonisation. Donc voilà pourquoi on vous dit que ces pays qui se disent aujourd'hui des pays développés, civilisés, industrialisés, peu importe le zé qu'ils se donnent, ne sont que des pays pauvres. Ok? Des pays pauvres qui, pour au moins goûter au bonheur de la richesse, ont sacrifié des populations, ont génocidé des peuples. Et c'est le cas de l'Amérique, génocidée par l'Europe, territoire pauvre devenu riche par les génocides et la barbarie la plus sale, la plus immonde. Donc, en résumé, c'était ça. Il permet l'apport des ressources tout en empêchant le mercantilisme, permet l'apport des ressources tout en empêchant la mise en place d'une réelle autonomie économique qui conduirait à l'indépendance inévitable des colonies. Là où le mercantilisme est un levier d'expansion, de développement pour les pays utilisant cette méthode, ce même mercantilisme était une façon de bloquer les pays colonisés afin qu'ils ne deviennent indépendants pour pouvoir mieux les exploiter. C'est là véritablement qu'on va entrer dans la phase 3. Parce qu'on était en train de juste faire une sorte de préambule par rapport à la colonisation. Synthèse, disons mieux. Et c'est là qu'on rentre dans la troisième phase pour parler de l'Europe, terre pauvre devenue riche par la colonisation. Et nous avons vu l'europanisation, qui n'est un concept de développement de ce territoire,
on a parlé de europanisation par la colonisation. Ça veut dire l'europanisation. Le développement de l'Europe a dû être possible, effectif, grâce à la colonisation, grâce à l'extermination d'autres peuples, grâce au génocide, éradication d'autres peuples. Nous avons vu en image que dans le cadre de cette activité démoniaque, abominable, le premier pays venant en tête avec cette démarche de stupidité n'est autre que le Portugal, qui a débuté la traite négrière. Fallait-il que je fasse un rappel autour des causes débouchant occasionnelles à tout ceci? Parce que l'Europe était un continent qui patauge dans la misère, la pauvreté, la barbarie. Un peuple qui s'entre-déchire, qui se guerroie du matin au soir. Et voilà que, faisant face aux invasions des barbares musulmans de leur côté, d'une part qui vont arriver à ce qu'on appelle la chute de Constantinople, 29 mai 1453, sous la baguette du sultan, le conquérant Mehmed II. Le pape Nicolas V, qui avait tenté de courir à l'aide de Constantinople pour éviter le pire, ils n'ont pas pu réussir. Constantinople est prise, le monde, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, est sous la main des Ottomans, des musulmans. Et c'est ce qui va porter le judaïsme, le judéo-chrétien à maintenant commencer par analyser comment ils vont devoir faire pour découvrir d'autres territoires pour s'expansionner. D'autres territoires pour aller chercher les richesses qu'il faut. Parce que là, avec le coup de l'islam, ils sont vraiment dans une situation délicate. Donc, voilà ce qui va amener à parler du Portugal, le premier empire colonial par rapport à la traite négrière. Considérant un aspect historique, ok, c'est pour parler de contrôle d'un emplacement stratégique sur le plan militaire et économique. C'est en considérant l'aspect stratégique pour le Portugal, pour l'empire colonial Portugal, on dit c'est arrivé à un contrôle d'un emplacement stratégique sur le plan militaire et économique. Et quand on parle de l'empire de Portugal, qui était à son apogée, qui est une monarchie débutant dans les années 1415 à 1919 et de 1910 à 1415 à 1910, de 1910 à 1999, ce territoire est connu sur un statut de république. La capitale de Lisbonne, à sa création comme monarchie en 1415 jusqu'en 1807, était Lisbonne. Mais cette capitale va se transférer
de l'autre côté de l'Atlantique, qui est autre qu'au Brésil, qui c'est Rio de Janeiro. De 1807 à 1821, la capitale du Portugal était au Brésil. Parce qu'il faut se rappeler, en 1497, le pape Nicolas et Alexandre VI avaient partagé l'Amérique conquérie entre l'Espagne et le Portugal. D'où le Brésil revenait au Portugal. Et c'est ce qui va occasionner qu'à certain moment, de 1807 à 1821, que Rio de Janeiro était la capitale de l'Empire portugais. Et Lisbonne va reprendre la flamme de 1821 à 1999, avant de passer au statut de république de 1810 à 1999. Donc, pour dire que jusqu'à date, même c'est toujours Lisbonne la capitale. La langue parlée, c'est le portugais, qui est une langue tirée notamment de ce qu'on pourrait appeler le Kikongo, la langue de Kimuntu et Kibundu qui est parlée en Angola, parce que c'était la base de la colonisation portugaise. Angola de l'Empire, le cœur de l'Empire Congo. Et la monnaie, c'est bien escudo. Donc, parlant de l'histoire de ce territoire, on dit que c'est une fondation, la fondation de l'Empire par la conquête de Ceuta. La conquête de Ceuta, parce que il est important d'entrer dans cette démarche avec vous pour comprendre là où on veut y arriver. Donc on dit, cette fondation, cet empire a été fondé après la conquête de Ceuta. La bataille de Ceuta est une bataille opposant le sultanat mérinide au royaume du Portugal en 1415, qui marque le début de l'expansion portugaise, mais aussi le début de la période des grandes découvertes maritimes. C'est le Portugal qui va initier les grandes découvertes maritimes de l'Europe. Ok? Il faut noter tout ça. Et de 1419 à 1488, c'est une période d'exploration de la côte occidentale de l'Afrique que nous appelons une période d'invasion de la côte occidentale de l'Afrique. Et de 1492, c'est l'invasion de l'Amérique du Nord, Terre-Neuve et Labrador. Et 1494, par le traité de Tordesillas, là où j'avais dit 1497 et 1494, par le traité de Tordesillas qu'on a étudié à l'école, mais qu'on comprenait même pas le sens véritable. Et c'est par ce traité que le pape Alexandre VI a partagé l'Amérique entre le Portugal et l'Espagne. Et 1498, c'est la découverte du chemin maritime de l'Inde. Et en 1500, les Portugais vont découvrir le Brésil. En 1511, il y a la conquête de Malanca.
en 1543, c'est l'arrivée des Portugais au Japon. En 1557, on a la colonisation de Monaco ou Massao. Et en 1822, le Brésil a pris son indépendance du Portugal. En 1961, invasion de l'État portugais de l'Inde par l'Union indienne. En Inde, ils ont bâti un État, mais ça a été envahi par l'Union indienne. Et de 1961 à 1974, c'est ce qu'on appelle les guerres coloniales portugaises. Nous n'allons pas entrer dans les détails, de tous ces détails. Ok? Les guerres coloniales portugaises, c'est vous parler des guerres avec les autres puissances coloniales de l'époque. Parce que tous, ils se battaient. Ils s'entretuaient. Pourquoi? Pour s'accaparer les richesses de l'Amérique. C'est là qu'on dit les guerres coloniales portugaises. On désigne par guerre coloniale portugaise guerre outre-mer ou encore guerre de libération. La période de confrontation entre les forces armées portugaises et les forces organisées par les mouvements de libération des anciennes provinces d'outre-mer, ok, du Portugal. Donc c'est là qu'on parle de l'Angola, Guinée-Bissau et la Mozambique. C'est ça qu'on appelle les guerres coloniales portugaises. C'est face à ces colonies qui se battaient pour se libérer. Donc, c'est dans ce contexte qu'on va continuer à dire de 1974, on a parlé de indépendance de Guinée-Bissau. On a débouché en 1974 avec l'indépendance de Guinée-Bissau à l'issue de la bataille ou des guerres coloniales portugaises. Et en 1975, on a l'indépendance de l'Angola et Mozambique, Cap-Vert, Sao Tomé et Prince et Timor oriental. Et en 1999, le Portugal a restitué Massao. Donc, en un sens, c'est en gros tout ce qu'on voulait voir pour cette partie. Avant de passer dans le contexte, parce que nous allons nous attarder sur le Portugal pour vous apporter tellement d'éléments, parce que le Portugal n'est pas une mince affaire. C'est le premier à mettre les griffes sur l'Afrique pour déclencher ce qu'on appelle la traite négrière. Avant de vous quitter, on dit que l'empire colonial portugaise désigne les territoires outre-mer occupés et administrés par le Portugal entre le début du 15e siècle et le 20e siècle. Officiellement, on lui préférera longtemps celui d'outre-mer portugais, Ultramar. C'est ça qu'on a comme compagnie gazoline, notamment au Canada, Ultramar. Et puis on dit c'est Ultramar. Non, juste prononcer c'est Ultramar pensant quand on voit ça, mais moi je ne savais pas ça. Mais Ultramar signifie plutôt, ok, outre-mer portugais. Avant d'adopter temporairement le thème d'empire colonial portugais entre 1930 et 1951. On dit officiellement on le préféra longtemps celui de outre-mer portugais, Ultramar portugais, avant d'adopter temporairement le thème de l'empire colonial portugais entre 1930 et 1951. Cet ensemble fut le premier empire mondial de l'histoire avec un ensemble de territoires répartis sur les 5 continents. Tendez bien ça, il faut écouter ceci.
17 ensemble, l'empire colonial portugais fut le premier empire mondial de l'histoire, avec un ensemble de territoires répartis sur les 5 continents, sous souveraineté portugaise, résultat des exploitations réalisées à l'époque des découvertes. Cet empire s'étendait sur un territoire inclus aujourd'hui dans 60 États souverains différents. Ce fut aussi le plus durable des empires coloniaux européens modernes. La présence portugaise hors d'Europe a duré presque 6 siècles. Le Portugal, ce petit Portugal, ce petit territoire, que peut-être des fois on pense non, on pense que non, c'est de la blague, c'est un petit territoire, c'est pas méchant, mais quand bien même. Le Portugal, c'est comme environ 92 000 km² et qui a causé tous ces malheurs parmi nous notamment les Noirs de Cachopa. Cet ensemble fut le premier empire mondial de l'histoire avec un ensemble de territoires répartis sur les 5 continents, sous souveraineté portugaise, résultat des explorations. Moi, je dis les invasions réalisées à l'époque des découvertes. Ok? À l'époque des découvertes. Cet empire s'étendait sur un territoire inclus, disons, aujourd'hui, dans 60 États souverains différents. Ce fut aussi le plus durable des empires coloniaux européens.